Donc Jean-Pierre Luminet vous a raconté la formation de l'univers. Mon histoire commence, au début de mon histoire, l'univers est formé, le Soleil est formé, la Terre est formée, les planètes existent, et parmi ces planètes, il est une petite planète, ni trop grosse, ni trop petite, ni trop près de l'étoile, ni trop loin, la Terre bien sûr, qui abrite beaucoup d'eau à sa surface. Alors si elle avait été trop grosse, elle serait comme Saturne et Jupiter, donc gazeuse, incapable d'héberger de l'eau à la surface. Si elle était trop petite, elle ne pourrait pas avoir d'atmosphère qui est nécessaire au maintien, 7 millibars de pression pour maintenir l'eau à l'état liquide de la surface. Trop près du Soleil, l'eau se serait évaporée, comme sur Vénus. Trop loin du Soleil, l'eau aurait gelé, comme Mars et au-delà. Donc, bonne petite planète, pas trop grosse, pas trop petite, à la bonne position du Soleil, ni trop près, ni trop loin. Et dans l'eau, dans les océans de cette petite planète, sont apparus des systèmes chimiques qui allaient totalement bouleverser l'histoire de la Terre. La matière se mit à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la matière se mit à vivre? Permettez-moi de vous donner un exemple extrêmement schématique de la manière dont nous envisageons, nous chimistes, l'origine de la vie. Imaginez que vous ayez dans l'eau des océans des pièces d'un automate chimique. C'est une image, automate chimique. Certaines de ces pièces se reconnaissent, s'assemblent pour former un petit automate. Et cet automate est capable de prendre d'autres pièces autour de lui pour former des automates à son image. C'est l'autoreproduction. Première qualité fondamentale des systèmes vivants, capable de faire plus de soi-même par soi-même, donc capable d'autoreproduction. Mais ce n'est pas suffisant. De temps en temps, un automate, par une petite modification, une erreur dans le plan de montage, génère un automate à 2 bras qui est plus efficace à faire des automates à 2 bras que l'automate à 1 bras. C'est l'évolution. Il fait évidemment des automates à 100 bras qui disparaissent. Il n'y a pas que nécessairement des automates à 2 bras, donc l'évolution ne génère pas systématiquement que un perfectionnement du système, mais c'est bien évidemment le système plus perfectionné qui prend le dessus et qui devient l'espèce dominante. Évidemment, la question, depuis que Pasteur a dit que la génération spontanée n'existe pas, que tout système vivant provient de systèmes vivants préexistants, donc de parents, la question qui est posée aux chimistes, c'est de dire, pouvez-vous nous dire à quoi ressemblaient ces systèmes vivants qui ont permis à la matière de devenir vivante? De quoi étaient faites les pièces? Quels étaient ces automates? Le nombre de pièces, etc. Quel était le plan de montage? Et c'est à cette question que nous essayons de répondre pour répondre à ce questionnement qui est certainement aussi vieux que l'esprit humain. Pour des raisons, je ne dirais pas de simplicité, mais pour réduire un peu la complexité du système et de la question, nous prenons comme principe que ces pièces étaient des pièces, des molécules organiques, donc de la matière carbonée, des structures construites sur les atomes de carbone. On peut imaginer d'autres systèmes vivants, et ça a été fait, pas uniquement en science-fiction, on peut imaginer des systèmes, par exemple, où les pièces seraient des minéraux. On pourrait imaginer des pièces où ces pièces seraient construites sur du silicium. Mais pour des raisons, je dirais, de simplicité et devant la complexité, l'énorme tâche qui nous attend, nous partons du principe que nous allons essayer de considérer de la matière carbonée comme étant la matière première qui a servi à faire ces automates. Donc, molécules construites sur des squelettes d'atomes de carbone, atomes de carbone associés à de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène, du soufre et du phosphore. Donc, il nous faut faire l'inventaire des sources possibles de cette matière carbonée. « 1953, il y a 50 ans, nous fêtons cette année le 50e anniversaire de l'expérience de Miller, expérience historique, fantastique. Miller, jeune étudiant, met dans un ballon comme source de carbone du méthane, CH4, une forme gazeuse simple, la plus simple possible. Méthane, ammoniac, hydrogène, eau, et il soumet ce mélange à des décharges électriques pour mimer les orages de la Terre primitive. Et au bout d'une semaine, de 7 jours, il obtient un
une substance noire, noirâtre ici, qu'il considère comme suffisamment complexe pour être analysée. Et il trouve dans cette substance la fabrication de 4 acides aminés. Donc il démontrait d'une manière magistrale que l'on pouvait fabriquer des pièces, certaines pièces de ces automates chimiques, les acides aminés, en partant de méthane. Expérience historique, 50 ans, qui lance vraiment toute cette démarche de chimie organique, de reconstitution en tube à essai des petits automates similaires, ressemblant aux automates qui ont probablement démarré la vie sur Terre. Malheureusement, encore faut-il justifier la présence de beaucoup de méthane dans l'atmosphère de la Terre primitive. Et les géochimistes nous disent, d'après les analyses de roches et des signatures que nous avons actuellement, que l'atmosphère de la Terre primitive était dominée par du gaz carbonique, CO2. Et il y avait peut-être du méthane, mais pas beaucoup de méthane. Et lorsque Miller refait ses expériences en remplaçant progressivement le méthane par du gaz carbonique, la synthèse des acides aminés, donc des pièces, chute terriblement. Donc, l'atmosphère de la Terre primitive, parce qu'elle manquait, elle était pauvre en méthane, n'était certainement pas la source principale de fabrication de la matière première qui a servi à faire les pièces de mes petits automates. Autre source possible, donc, le problème sur Terre, sur une planète où il y avait de l'eau, c'est que la source de carbone la plus abondante, c'était le gaz carbonique CO2. Il est extrêmement difficile de réduire CO2 chimiquement. Donc il faut chercher des endroits sur la Terre où il y a des réacteurs chimiques qui permettent de réduire le CO2 pour faire les pièces automates, parce que les pièces automates c'est essentiellement du carbone réduit, donc qui est plutôt associé à l'hydrogène qu'à de l'oxygène. Et ces endroits existent. Ce sont les fumeurs noirs. Ce sont des sources hydrothermales sous-marines qui se développent sur ce qu'on appelle les dorsales sous-marines. Il y a 2 grandes dorsales, Atlantique et Pacifique. C'est l'endroit où les continents se séparent. Le manteau est moins épais. Il y a une chaîne de volcans, un fossé, un graben, un volcanisme le long de cette faille, de ce graben. Et il y a encore aujourd'hui des fumeurs noirs, donc des évents sous-marins. Et certains d'entre eux, en particulier Rainbow, qui se trouve au large des Açores, contient beaucoup d'hydrogène. Alors ça, c'est formidable parce qu'avec de l'hydrogène, bon, il y a du gaz carbonique, de l'hydrogène, mais à partir d'hydrogène, voici par exemple la composition du gaz des fumeurs de Rainbow. Il y a de l'hydrogène, 45% d'hydrogène. Et on sait comment est fabriqué cet hydrogène. Il y a du méthane, excellent. Il y a du monoxyde de carbone. Et il y a de l'azote, l'hydrogène sulfuré. Mais le plus important, c'est l'hydrogène et le monoxyde de carbone. À partir d'hydrogène et de monoxyde de carbone, on peut fabriquer de la matière carbonée. C'est d'ailleurs la manière qu'utilisaient les Allemands, grâce à la réaction de Fischer-Tropsch, pour faire de l'essence synthétique. COH2 donne des hydrocarbures. Donc il y a là, et effectivement, les chercheurs de l'IFREMER maintenant se penchent, analysent maintenant ces fumeurs noirs dans une optique d'exobiologie. Donc, peut-on retrouver dans ces fumeurs noirs des pièces automates? Et la réponse pour l'instant est peut-être, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à mettre en évidence, mais on a réussi à mettre en évidence de la matière carbonée qui pourrait être à la base de la matière carbonée des petits automates. La troisième source possible de matière première pour former les pièces automates, c'est l'espace. Alors, ça, c'est une photo formidable de la comète Hale-Bopp qui a été photographiée par des astronomes de Cortina d'Ampezzo. Et donc, les comètes, les météorites, sont une source extrêmement prometteuse de matière carbonée, donc de matière première qui aurait pu servir à faire mes pièces automates. Alors, voici la météorite de Murchison. On a actuellement de l'ordre de 20 000 météorites dans les tiroirs des collections des muséums. 4% de ces météorites sont carbonées, donc renferment de la matière organique. Et ça, c'est extrêmement important. Le meilleur spécimen est la météorite de Murchison, qui est tombée en Australie en 1969. Elle a été vue tomber, elle a été envoyée directement au Muséum d'histoire naturelle de Londres. Et dans cette météorite, il y a plus de 500 molécules organiques différentes. Et parmi ces 500 molécules organiques différentes, il y a 8 acides aminés. Ces 8 acides aminés sont 8 acides aminés. Il y a 60,
pardon, excusez-moi. Au total, il y a 73 acides aminés, mais parmi ces 73 acides aminés, il y a 8 acides aminés qui font partie des 20 acides aminés qui constituent les protéines des systèmes vivants. Donc voici les 8 acides aminés. Il y a beaucoup d'autres composés organiques. Donc il y a là une certitude. La matière organique qui nous intéresse peut provenir, est fabriquée dans l'espace et elle peut être apportée sur Terre par les météorites. Alors, autre particularité exceptionnelle, le carbone qui sert à faire encore aujourd'hui la base des systèmes vivants existe le carbone est au centre d'un tétraèdre et lorsque les 4 sommets du tétraèdre sont occupés par des groupements d'atomes différents, comme ici, le carbone devient asymétrique. Donc il existe des carbones gauches et des carbones droits. Et les systèmes vivants ont la particularité de provoquer une rupture de symétrie. Donc les systèmes vivants, les protéines, n'utilisent que les acides aminés gauches, n'utilisent que cela. Et dans la météorite de Murchison, les acides aminés protéiques, donc naturels, sont présents sous forme 50% gauche, 50% droit. C'est ce qu'on s'attend pour une synthèse asymétrique, une synthèse dans l'espace qui ne fait pas de préférence entre la gauche et la droite. Mais récemment, des chercheurs américains ont découvert des acides aminés qui ne sont pas naturels, donc que l'on ne peut pas soupçonner d'être le résultat d'une contamination par la biologie terrestre. Il y a plus d'acides aminés gauche que d'acides aminés droit, environ 55% gauche et 45% droit. Donc l'asymétrie du vivant contemporain pourrait être même elle aussi d'origine extraterrestre. Alors, vous allez me dire, vous ne faites que repousser le problème dans l'espace, donc quid d'une synthèse asymétrique dans l'espace? Et c'est là que les astronomes nous rendent d'énormes services. Dans un nuage moléculaire d'Orion, c'est une nébuleuse où l'on voit naître des étoiles, enfin on voit la lumière des étoiles qui sont nées il y a très longtemps mais qu'on aperçoit actuellement. Et dans ce nuage moléculaire qui est un véritable berceau de formation d'étoiles, il y a un rayonnement polarisé circulairement asymétrique, donc qui lui, on le sait en laboratoire, est capable d'induire des synthèses asymétriques, donc plus de forme gauche ou de forme droite. Bien sûr, c'est le hasard qui fait que, dans certains cas, la lumière polarisée est à gauche et dans d'autres cas, la lumière est à droite. Donc, d'où l'hypothèse que peut-être qu'à l'origine, la nébuleuse protosolaire qui a donné naissance au Soleil et aux planètes, lui aussi baignait dans un rayonnement polarisé circulairement qui aurait induit les synthèses asymétriques. Pour l'instant, c'est une piste intéressante. Alors, en laboratoire, on essaye... Les météorites, il en tombe relativement peu. Encore aujourd'hui, il en tombe 100 tonnes à la surface de la Terre tous les ans, donc c'est pas grand-chose, mais il y a des micrométéorites, donc de la poussière, soit d'astéroïdes, soit de comètes. Et cette poussière est collectée en Antarctique par Michel Morette, qui est à Orsay, qui va en Antarctique et qui fait fondre de la glace bleue ancienne de l'Antarctique. Donc il faut creuser à 1 mètre de profondeur pour échapper à la pollution, à la contamination industrielle, puisque depuis un siècle, la poussière industrielle va jusqu'en Antarctique et se dépose dans la glace de l'Antarctique. Mais en dessous, lorsqu'on passe le siècle de l'activité industrielle humaine, on arrive à de la glace qui n'est plus contaminée et on trouve donc des grains. Ces grains font entre 50 et 100 microns. Et tous les grains clairs ici sont du sable antarctique, donc peu intéressant, mais tous les grains noirs sont des micrométéorites. Et parmi celles-ci, certaines se présentent sous forme de billes brillantes, comme ici et là, et ce sont des micrométéorites qui ont fondu. Mais ces micrométéorites fondues ne représentent que 20%. 80% des micrométéorites ne fondent pas lorsqu'elles arrivent à la vitesse cosmique de l'ordre de 10-15 km à la seconde sur les hautes couches de l'atmosphère. Et comme elles contiennent beaucoup de carbone, jusqu'à 2 à 5%, le carbone brûle en surface, il y a une vaporisation, une détente, et la détente refroidit le grain suffisamment pour qu'il ne fonde pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de 100 tonnes pour les météorites à 40 000 tonnes pour les micrométéorites. Donc la Terre, la haute stratosphère de la Terre hérite 40 000 tonnes de micrométéorites tous les ans, et environ 20 000 tonnes de ces micrométéorites arrivent à la surface de la Terre, encore actuellement. Et donc,
bien sûr, il faut savoir, et on va essayer d'estimer le tonnage de ces micrométéorites qui est arrivé à la surface de la Terre il y a 4 milliards d'années, qui est l'instant qui nous intéresse, puisque mes automates sont formés non pas aujourd'hui, mais il y a 4 milliards d'années. Et cette estimation se fait à partir des images de la Lune et de la cratérisation de la Lune. Ça, c'est le pôle sud de la Lune, photographié par la petite sonde américaine Clementine, et qui montre une très forte cratérisation. On a donc une estimation, on peut compter les cratères, on peut avoir la surface de ces cratères et on peut avoir l'âge des cratères grâce aux roches qui ont été ramenées par Apollo, les missions Apollo. Donc, ayant le nombre de cratères, leur dimension et l'âge, on peut reconstituer l'histoire du bombardement de la Lune et par extrapolation, l'histoire du bombardement de la Terre. Et on arrive à des quantités de matière organique impressionnantes apportées par les micrométéorites. Le carbone apporté pendant le bombardement est de 3,10 puissance 13 tonnes pendant la phase de bombardement. Et à titre de comparaison, ceci représente 100 000 fois la quantité de carbone qui est aujourd'hui recyclée dans la biomasse à la surface de la Terre. Donc 100 000 fois plus de carbone que le carbone qui est recyclé à la surface de la Terre actuellement, y compris les plantes, les animaux, les bactéries, nous-mêmes, a été apporté par les micrométéorites il y a 4 milliards d'années. Donc on a là largement de quoi faire, au moins de la matière première pour fabriquer des pièces d'automates. Mais ceci, ce n'est que la matière première. Encore faut-il conforter cette hypothèse. Pour l'instant, on n'a que l'hypothèse d'un apport. Donc, dans notre laboratoire à Orléans, on s'intéresse aux différentes phases de cet apport extraterrestre, de cette importation extraterrestre de matière carbonée. On commence par la source. Quelle est la source de cette matière organique? Alors, la source, c'est l'espace interstellaire. L'espace interstellaire, dans les nuages denses de gaz et de poussière, la matière se trouve sous forme de petits grains, très petits, 0,1 micron, qui consistent en un cœur de silicate qui est entouré de glace de méthanol, de glace d'eau, de glace de méthane, de CO, CO2, H2O, etc., ammoniac. Et sous l'action de lumière, en particulier d'UV, ces glaces se transforment et donnent naissance à la matière organique. Alors ça, on l'a vérifié en laboratoire avec nos collègues néerlandais à LED. Ils ont fabriqué des glaces, des différentes glaces, donc en envoyant du CO, CO2, méthanol, eau, ammoniac sur un doigt froid à 12 K, donc à très basse température, à moins de 200 degrés. Et ces glaces ont été irradiées par des UV. Après remontée en température, le produit obtenu a été analysé dans notre laboratoire à Orléans et nous avons détecté 16 acides aminés dans ces produits qui sont donc produits par irradiation de glace qui miment les conditions de la chimie interstellaire. Et parmi ces 16 acides aminés, on retrouve les 6 acides aminés qu'on trouve dans Murchison et qui sont utilisés par les protéines. Donc la source interstellaire a été vérifiée en laboratoire dans des conditions qui miment la chimie de l'espace interstellaire. Maintenant, quid du voyage? Est-ce que ces molécules peuvent voyager dans l'espace, puisque l'espace, il y a le vide, il y a le froid, il y a des UV, puisque dans l'espace, il n'y a pas la protection par l'ozone atmosphérique, donc les UV brûlent directement. Donc on a la chance d'avoir accès à des satellites russes automatiques, non habités, et sur le satellite russe Photon, l'Agence spatiale européenne visse un petit dispositif qu'on appelle Biopen, la casserole biologique, et dans cette casserole et dans le couvercle de cette casserole, on dépose des acides aminés et une fois en orbite, le couvercle s'ouvre et les acides aminés sont soumis aux conditions de l'espace. Et on a eu 2 vols sur des satellites automatiques russes. Alors, chaque vol dure 2 semaines. Ces vols ne sont pas très longs, grâce aussi à l'aide du CNES. Voici le couvercle, donc, avec les dispositifs d'exposition des acides aminés. Nous avons eu un vol de 3 mois sur la station Mir avant qu'elle ne soit détruite. Donc là, il faut sortir le dispositif sur un bras. Et là, on a besoin, c'est Jean-Pierre Aignoret, Monsieur Aignoret, donc le mari de notre ministre maintenant, qui est sorti de la station pour aller installer notre dispositif sur la poutre. Le dispositif a été récupéré 3 mois plus tard par un équipage russe et ramené sur Terre juste avant
que la station ne soit détruite. Donc on était très contents. Le résultat de ces expériences, c'est que les acides aminés, donc on expose les acides aminés soit nus, libres, seuls, soit enrobés dans de la poussière de météorites pour mimer les micrométéorites. Et bien sûr, on met des protections croissantes pour voir à partir de quand est-ce qu'on a une protection. Et effectivement, on a démontré que dès que la protection dépasse 5 microns, donc 5 millièmes de millimètre, les acides aminés sont protégés. Donc la conclusion, c'est que toutes les micrométéorites plus grosses que 5 microns peuvent transporter des acides aminés sans danger dans l'espace. Et nous avons ici, là, ça c'est la station internationale qui est en cours de montage. Ici, c'est Columbus, la partie de l'Agence spatiale européenne. Et à l'extérieur de Columbus, nous allons exposer pendant 3 ans, à partir de 2004, peut-être 2005. La date glisse tout le temps pour des raisons diverses, surtout les questions de l'accident de la navette, mais également des questions budgétaires. On pourra exposer les acides aminés pendant 3 ans. Donc on aura eu 8 jours, 3 mois, 3 ans. Et ça, c'est notre prochain. Mais ceci conforte bien l'hypothèse d'une fourniture importante de matières premières servant à faire des automates d'origine extraterrestre. Mais ça ne fait pas encore un automate. La matière première, ce n'est pas l'automate. Donc, on a essayé de reconstituer en tube à essai des petits automates à partir de cette matière première. Et on a été très marqué par la biologie. Tous les systèmes vivants terrestres fonctionnent sur la cellule. Dans la cellule, donc si vous voulez, si on transpose l'image de l'automate à la cellule, l'automate ici, le plan de montage est contenu dans l'acide nucléique, l'ADN, l'ARN, qui est une molécule informative. Les outils pour faire la copie sont fournis par les protéines. Et comme on est dans l'eau, il faut donc une membrane pour fermer le tout. Donc on a essayé de reconstituer en tube à essai des modèles réduits de cellules primitives, donc des petits automates cellulaires primitifs, en essayant de reconstituer en tube à essai des ARN primitifs, des protéines primitives et des membranes primitives. Et là, on a des bonnes nouvelles pour les membranes. On comprend comment les membranes sont apparues dans les océans primitifs. On a des bonnes nouvelles pour les molécules catalytiques. C'est un travail qui a été fait à Orléans pendant 30 ans. On arrive à faire des mini-protéines, à reconstituer des mini-protéines en limitant la longueur et en limitant l'alphabet, le nombre d'acides aminés. Mais on a de très mauvaises nouvelles concernant le plan de montage. Le plan de montage, l'ARN est difficile à faire. On ne comprend pas comment a pu se former spontanément dans l'eau des océans de grandes quantités d'ARN, donc le plan de montage qui est absolument nécessaire pour faire la cellule. Alors pendant ce temps, les biologistes nous ont dit, mais écoutez, vous qui cherchez à faire simple, au lieu d'avoir un système à 3 constituants, ce qui est un peu difficile, la cellule, nous avons découvert des ARN, donc des plans de montage, qui sont capables d'être à la fois le plan de montage et l'outil pour faire la copie. Ce sont les ribosymes, donc ce sont des ARN qui sont à la fois catalytiques et vecteurs d'information. Donc ils ont dit, voilà la solution. La vie a commencé sur Terre dans les océans par des ARN, c'est le fameux monde de l'ARN. Et nous, pauvres chimistes, disons, mais écoutez, nous, on ne sait pas faire de l'ARN simple. On ne sait pas comment l'ARN est apparu dans l'eau des océans. Et la réponse des biologistes, elle dit, ça, ce n'est pas notre problème, débrouillez-vous, insistez, et vous aurez jusqu'à ce que vous trouviez. Et nous, on dit, ça fait maintenant 50 ans qu'on essaie d'en faire, et on n'y arrive pas. Alors, de temps en temps, en recherche, il faut s'asseoir, faire un point, et tirer les conclusions, pas des échecs, mais de la difficulté. Donc, ce que l'on considère, c'est qu'avant le monde de l'ARN, il y a eu soit des petits robots différents, encore plus simples que l'ARN, que l'on essaye de comprendre et de refaire en tube à essai, ce qu'on ne sait pas faire pour l'instant, ou des catalyseurs qui sont mis à fabriquer d'une manière catalytique des ARN. Et pour l'instant, on en est là, donc sur un constat, je dirais, non pas d'échec, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ceci pour réaliser que c'était trop compliqué. On a beaucoup travaillé sur le monde de l'ARN et des grands chimistes et des grands laboratoires. Ce n'est pas simplement des petits chercheurs dans leur coin, c'est des laboratoires de 20-30 personnes qui sont attaqués au problème sans résultat positif définitif. Donc c'est compliqué. Le petit robot était certainement plus simple qu'un ARN. L'ARN n'est pas stable. L'ARN, on ne voit pas, l'ARN ne reste, quand on le laisse dans l'eau des océans, dans les conditions de la Terre primitive, qui étaient certainement autour de 50 ou 80 degrés, l'ARN n'est pas stable. Donc, il a fallu quelque chose qui produise beaucoup d'ARN rapidement
Et pour l'instant, les pistes, c'est d'associer des molécules organiques avec des surfaces minérales qui serviraient donc de matrice, donc de support. Et c'est cette association que nous recherchons en tube à essai qui, pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvée. Alors, dans cette situation, notre démarche, c'est de dire qu'est-ce qui pourrait nous aider. Nous, chimistes, nous sommes des descendants de Berthelot. Berthelot a dit la chimie est une science fantastique parce que c'est la seule science qui crée son propre objet. C'est vrai que nous sommes des créateurs. Nous créons des molécules en chimie organique, de synthèse, qui n'existent pas. Donc, on crée la matière, on crée notre propre sujet. Mais encore faut-il être suffisamment imaginatif Et ce sujet-là, on n'a pas réussi à l'imaginer. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous aider? Alors, ce qui pourrait nous aider, c'est de trouver des formes fossiles. La démarche, c'est de dire, existe-t-il des sédiments suffisamment anciens sur la Terre, vieux de 4 milliards d'années, qui pourraient contenir des automates fossilisés? Alors, on regarde, on se tourne vers les géologues, les micropaléontologistes, et on dit, avez-vous des sédiments suffisamment anciens? La réponse est, mon pauvre monsieur, nous avons des sédiments au Groenland qui ont 3,8 milliards d'années, 3,5 et contestés. Vous avez ensuite alors, il n'y a pas de cellules fossiles, de bactéries fossilisées. Il y a simplement de la matière organique qui indique une possible origine biologique. Mais ça, Frances Westall, le 6 mai, vous racontera en détail. Elle vous dira aussi que les sédiments qui sont vieux de 3,5 milliards d'années. Moi, j'essaie d'aller jusqu'à 4 milliards. Là, on est à 3,5, pas grand-chose, contesté en plus. Ici, on a 3,5 milliards d'années. Ici, on a des bactéries fossiles. Très bien, mais bactéries, c'est trop compliqué déjà. Ça nous apprend rien. Ça nous apprend simplement dans quel environnement elles vivaient. Australie, 3,5, des bactéries fossiles. Mais ça, c'est Frances qui vous le dira. Le 8 mai. Donc, nous, simplement, on dit, nous, humbles chimistes, nous pensons que nous avons trop de calamités qui ont contribué à effacer les traces. Ces calamités sont, d'une part, la géologie, la tectonique de plaques est une calamité pour nous parce qu'elle reprend les sédiments, les fait passer par subduction dans le manteau, et dans le manteau, toutes mes molécules organiques ressortent sous forme de CO2 et H2O. On oublie, toutes les traces sont effacées. Trop de soleil. Entre moins 4 milliards et moins 2 milliards d'années, pas d'oxygène dans l'atmosphère, pas d'ozone, pas de couche protectrice. Donc tout ce qui était à la surface était grillé par les UV, non filtré par l'ozone. Trop d'eau, l'eau était présente tout le temps, donc érosion. Et enfin, la vie elle-même. La vie elle-même a eu la sinistre idée de fabriquer de l'oxygène. Et ce sont des bactéries qui, certainement, lorsqu'elles étaient à court de pièces d'automates tombées du ciel par les micrométéorites, se sont mises à réaliser que la source de carbone vraiment utilisable facilement pour elles, c'est le CO2 atmosphérique, photosynthèse. La contrepartie de la photosynthèse, c'est l'oxygène. Et l'oxygène, pour nous, est un poison parce que mes pièces d'automates, en présence d'oxygène, mes pièces d'automates carbone-hydrogène, en présence d'oxygène, donnent CO2, H2O. Donc là aussi, l'oxygène, pour nous, est un poison. Donc nous pensons, mais ça c'est personnel, nous pensons que, en ce qui concerne les indices qui pourraient nous être donnés, les tuyaux, les conseils qui pourraient nous être donnés par les sédiments, ne nous aideront pas parce que les sédiments ne sont pas suffisamment anciens et les traces ont été effacées. Donc, pour l'instant, pas beaucoup d'aide de ce côté-là. Existe-t-il ailleurs des endroits qui ressemblent à la Terre où la vie aurait pu apparaître et qui seraient plus propices à la conservation des automates? C'est la raison pour laquelle... Et en plus, trouver une vie ailleurs serait pour nous d'une extrême utilité, car tout va dépendre bien sûr de la complexité des automates. Nous pensons que ces automates sont apparus il y a environ 4 milliards d'années, lorsque la Terre était en pleine phase de bombardement, donc bombardée par des météores, des météorites, des comètes. Donc le système a dû avoir beaucoup de difficultés à survivre. Peut-être qu'il a été arrêté plusieurs fois et a redémarré. S'il a redémarré plusieurs fois, ça exclut la rencontre quasi miraculeuse de milliers de pièces pour faire un seul automate, un peu comme ce que pensait Monod, et qui aurait été le géniteur unique de toute la vie sur Terre, en un seul exemplaire, qui aurait survécu à tous ces bombardements dans des conditions terribles. Nous pensons que c'est peu probable. En fait, si c'est le cas, on ne pourra jamais le reconstituer en tube à essai, donc j'aurais perdu mon temps, tous mes collègues auront perdu leur temps depuis 50 ans,
Et si c'est le cas, la vie est restreinte à la Terre. Mais par contre, si on trouve une vie, un deuxième exemple de vie indépendant de la vie terrestre, alors ce sera un critère fort de simplicité pour l'acte primitif de l'origine de la vie. Et ça voudra dire que nous, chimistes, qui ne sont quand même pas trop manchots, auront de réelles chances de générer en tube à essai des modèles similaires, qui pour l'instant nous font encore cruellement défaut. Donc c'est la raison pour laquelle on cherche la vie sur une planète qui aurait une histoire un peu moins mouvementée que la Terre, et cette planète, bien sûr, c'est Mars. Mars, on sait depuis Viking que Mars, et les missions qui ont précédé Viking, que Mars présente à sa surface des lits d'écoulement asséchés. Je dis bien des lits d'écoulement asséchés. Alors évidemment, tout le monde s'est précipité en disant c'est de l'eau. Bon, moi je dis des lits d'écoulement asséchés. Ça c'est Viking 76. Mars Global Surveyor, formidable, donne des photographies. Ça c'est un canyon. Naneli Vallis est photographié par Mars Global Surveyor, canyon qui ne peut résulter que d'un écoulement d'un liquide ou d'une substance fluide pendant de grandes périodes de temps, des milliers d'années. Vous voyez même ici le lit de l'écoulement. Alors devant ces photos, deux hypothèses. C'est de l'eau, parce qu'on sait qu'il y a de l'eau, un petit peu d'eau dans l'atmosphère qui se dépose le matin sous forme de givre. Viking a pris des photos du givre au petit matin sur Mars, qui sont vraiment magnifiques. Il y a de la glace d'eau au pôle, qui navigue d'un pôle à l'autre en fonction des saisons. Et donc, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ces écoulements étaient de l'eau. Mais d'autres personnes, d'autres scientifiques, pensaient que cet écoulement, c'était du CO2, une espèce de gel de CO2, une neige carbonique un peu fluide, qui aurait creusé ces écoulements un peu à la manière de glaciers. Et parce que l'atmosphère de Mars est dominée actuellement par du gaz carbonique. Et donc, nous, exobiologistes, on cherche bien sûr de l'eau à l'état liquide, puisque c'est une des conditions de l'apparition de la vie sur Terre. La vie est apparue dans l'eau, donc il y a un mariage d'amour entre la vie et l'eau à l'état liquide, qui subsiste encore, puisque même encore aujourd'hui, nous sommes faits de 60% d'eau. Donc, toute la vie sur Terre a été dominée par la présence de l'eau. Et donc, nous, il fallait absolument que ça soit de l'eau. Et quand on voyait dans certains articles en disant il a été démontré scientifiquement que l'écoulement sur Mars, c'est du gaz carbonique, on était extrêmement malheureux parce que si c'est du gaz carbonique, Mars n'est pas un bon endroit pour aller chercher la vie, enfin la vie qui nous intéresse. Et c'est extrêmement difficile de convaincre les agences spatiales de faire des missions sur une planète dont le liquide aurait été du gaz carbonique liquide. Et alors, il y a eu la bonne idée américaine de Mars Odyssey. Mars Odyssey est un petit orbiteur qui a été lancé en 2001. Et Mars Odyssey a un spectromètre gamma. Et donc, la surface de Mars est bombardée par des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques heurtent le sol, émettent des neutrons qui, à leur tour, frappent des molécules du sol et du proche sous-sol et qui réémettent des gammas. Mais les gammas, c'est comme un spectro. Les gammas portent la mémoire de ce qui les a générés. Et ce spectrogamma a dit, d'une manière claire et définitive, il y a beaucoup d'hydrogène au pôle. Maintenant, on sait qu'il y en a plein ici aussi, et même jusqu'à 60 degrés ici de latitude sud. Et donc, de l'hydrogène signe la présence d'eau, donc la présence de glace. Donc, il n'y a pas d'hydrogène en CO2. Si c'est de l'hydrogène, tout le sol ici de Mars, au pôle et même assez loin, comme à 60 degrés de latitude sud et nord, puisque là aussi on trouve encore des poches d'hydrogène. Le sol est sous forme de pergélisol, comme le pergélisol sibérien. Donc il est vraisemblable que la glace qui est là provient d'eau liquide qui s'est réfugiée là lorsque la température de Mars était en dessous de 0 degré, eau liquide qui a creusé les ruissellements que nous avons vus. Donc tout l'intérêt, et la meilleure preuve, évidemment, qu'il y a de l'eau sur Mars, c'est qu'on y fait de la bière, mais ça, c'est... Alors, de l'eau, oui, mais il faut des molécules organiques. Il faut des pièces d'automates, ou la matière première pour faire des pièces d'automates. Et Viking a creusé sur quelques centimètres, n'a pas trouvé de matière première pour faire des pièces d'automates. Donc, problème. On sait maintenant que le sol de Mars est certainement oxydé, très oxydé, et contient des oxydants qui sont un poison pour les pièces automates. Donc il est illusoire de rechercher et la vie à la surface de Mars
et des pièces d'automates, puisque le sol de Mars est brûlé par les UV et brûlé par les oxydants. Alors ça, c'est important parce qu'on a retiré une leçon de Viking. Viking, pour vendre les missions, au Congrès en particulier, la NASA a dit « Nous allons chercher la vie à la surface de Mars ». Bon, alors on soulève un grand enthousiasme public, et Viking ne trouve pas la vie. La conclusion de l'expérience, c'est que l'expérience a foiré, et 20 ans de silence sur Mars, plus de mission, oublions Mars, ce n'est pas intéressant. Donc soyons prudents quand on fixe un objectif. Si on met la barre trop haut et si on n'atteint pas l'objectif, la mission est considérée comme un échec. Et pourtant, ce fut 2 missions formidables qui nous ont appris un tas de choses sur la géologie, la géochimie du sol de Mars, sur l'atmosphère de Mars, etc. La surface de Mars est brûlée par les UV solaires. Il n'y a pas d'oxygène, donc pas d'ozone dans l'atmosphère de Mars. Et il y a probablement de l'oxygéné qui est formé par photodissociation des molécules d'eau qui sont sous forme de vapeur dans l'atmosphère, qui forment de l'oxygéné qui, sous les conditions climatiques de Mars, est solide et diffuse dans le sol de Mars. Donc on ne connaît pas l'épaisseur ici de la couche oxydée, mais la surface de Mars est tout à fait hostile. Alors on a une preuve indirecte de la présence de molécules organiques sur Mars, ce sont les météorites SNC. Alors il y a actuellement dans les collections 28 météorites, parmi les 20 000 météorites, il y a 28 météorites qui proviennent du même corps parent. Alors ça on le sait par le rapport des isotopes de l'oxygène. Et donc ces 28 météorites viennent du même corps parent, et dans une de ces météorites, il y a une poche de gaz, et la composition de ce gaz correspond à la composition de l'atmosphère martienne mesurée par Viking. Donc, pour 95% de scientifiques, ces 28 météorites SNC c'est Chergotti, Narla et Chassigny qui est tombé au 19e siècle en France, et donc, pour la plupart d'entre nous, nous pensons que ces météorites sont martiennes. Pour garantir l'origine martienne, il nous faudrait simplement même pas 1 milligramme de vraies roches martiennes ramenées sur Terre. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, on ne peut pas garantir à 100%, mais à 95%, ces météorites SNC sont martiennes. Ça, c'est ALH 84001. Dans ces météorites, il y a des molécules organiques, et ces molécules organiques ne sont pas de la contamination terrestre, donc ce sont vraiment des molécules organiques qui proviennent de Mars. Donc il y a sur Mars, comme on peut s'y attendre, puisque Mars avait de l'eau, Mars avait nécessairement une atmosphère, donc Mars a hérité des micrométéorites carbonées à sa surface. Donc il y a de la matière organique sur Mars. Dans cette météorite ALH 84001, il y a aussi, et ça a été clamé très fort par la NASA en 1996, juste à la veille d'un vote du budget au Congrès pour la NASA, qu'il y avait des traces de bactéries martiennes. Alors, pour l'instant, les structures, je ne sais pas si j'en ai une, je ne me souviens plus. Oui. Cette petite structure ici qui a été décrite comme une nanobactérie martienne fossilisée n'est pas une nanobactérie martienne. Ça, c'est clair maintenant. C'est de la contamination. La roche est restée 13 000 ans dans l'Antarctique, et pendant les 13 000 ans, des structures de ce type-là qui sont dues à des infiltrations d'eau, même en Antarctique, de l'eau et des dépôts de carbonate dans les fissures, parce que ces météorites sont ignées, sont des roches volcaniques, donc on ne peut voir que dans les fissures de ces roches. Et la démonstration a été faite d'une manière très brillante par Philippe Gillet. Il y a une météorite qui est tombée à Tataouine, dans le sud tunisien, en 1931. Oui, 31. Et elle a été vue tomber, elle a été ramassée, envoyée à Paris, analysée, rien de particulier. Et en 1996, donc 63 ans plus tard, soit plus de 60 ans plus tard, les géologues sont retournés sur le terrain et ont ramassé des éclats, parce qu'en général, la météorite perd des éclats en tombant sur le sol. En ramassant les éclats, et dans les éclats, se développent des structures de ce type-là, exactement les mêmes, qui n'existent pas dans la météorite ramassée tout de suite. Donc ça veut bien dire que le séjour, même dans le sud tunisien, permet une infiltration d'eau et une fabrication d'artefacts, en fait, qui ne sont pas des bactéries martiennes. Alors,
Récemment, les chercheurs américains ont décrit la présence de chaînes de cristaux de magnétite, c'est un oxyde de fer dont la structure cristalline n'est connue sur Terre que fabriquée par les magnétobactéries. Ce sont des bactéries qui ont dans leur système un chapelet de cristaux de magnétite, ce qui leur permet de s'orienter dans le champ magnétique terrestre. Et ces formes cristallines n'étaient connues sur Terre, qui ont été découvertes dans cette météorite, n'étaient connues sur Terre que fabriquées par les magnétobactéries. Donc les Américains ont dit, voilà la preuve absolue que ces magnétites ont été fabriqués par des bactéries martiennes. Manque de chance, des chimistes ont reproduit les mêmes types de cristaux d'une manière totalement artificielle, non biologique, dans le laboratoire, donc récemment. Donc cet argument là aussi tombe. Donc, on aimerait bien qu'il y ait des signes de vie, la vie martienne dans ces météorites, mais pour l'instant, on n'a pas de certitude. On n'a pas suffisamment de preuves concluantes pour dire oui, la vie existe sur Mars. On aimerait bien, pour l'instant, non. Carl Sagan disait, à découverte spectaculaire, il faut des arguments spectaculaires. Pour l'instant, on n'a que quasiment plus d'arguments pour défendre cette hypothèse. Il n'y a plus dire que les Américains du laboratoire qui le défendent. Alors, ça, c'est pour les météorites. Maintenant, il y a des missions qui vont partir sur Mars pour aller analyser le sol de Mars in situ en automatique par des petits robots. Là, c'est des robots, des vrais robots mécaniques. Alors, c'est associé à l'atterrisseur de Mars Express. Mars Express est une mission européenne, uniquement européenne, et on en est fiers. Et on espère qu'elle va bien marcher. Il y a un orbiteur qui est équipé de spectro-infrarouge dont ce qu'on appelle le principal investigateur est Jean-Pierre Bibring d'Orsay, qui va analyser la surface minéralogique de Mars grâce à l'infrarouge. Il y a un infrarouge qui va mesurer l'atmosphère de Mars, c'est un Italien qui pilote l'opération. Il y a 2 caméras stéréo allemandes qui vont faire un panorama stéréoscopique de tout Mars. Et il y a surtout un radar italien qui va fouiller le sol profond de Mars sur 2 km pour y rechercher la glace d'eau. Et il y a un atterrisseur. Alors, on s'est battu. J'ai eu l'honneur de faire partie de ce qu'on appelle le Science Definition Team, donc l'équipe scientifique qui a défini la mission à l'Agence spatiale européenne. Et alors, l'agence a dit, voilà, on a 120 kilos en orbite, mais on n'a pas d'argent pour payer. Faites ce que vous voulez avec, débrouillez-vous. Et c'est un Anglais, Colin Pillinger, qui a monté quasiment tout l'atterrisseur. Et c'est la raison pour laquelle il l'a appelé Beagle 2. Beagle, c'est le nom du bateau de Darwin, donc ça c'est Beagle 2. Le bateau de Darwin a permis de faire des progrès fantastiques dans la théorie d'évolution. Là, on espère que Beagle 2 va faire des progrès fantastiques sur la découverte du 2e exemple de vie. Mais bon. Et donc, moi, j'aurais bien voulu qu'on l'appelle Pasteur, mais comme j'apportais pas d'argent, et comme c'est Colin Pillinger qui a fait tout le travail, on l'a appelé Beagle 2. Beagle 2. Et c'est un petit robot magnifique. Il y a 7 kilos d'instrumentation. Alors, que va faire ce petit robot? Alors, vous avez compris qu'à la surface, il n'y a rien à pas faire grand-chose. Il faut creuser ou il faut chercher à l'intérieur des roches, puisque tout est oxydé. Et donc, pour creuser, on n'a pas suffisamment de masse et pas suffisamment d'énergie. On aurait bien voulu mettre une foreuse. Alors, j'ai bien proposé qu'on se fasse sponsoriser par Black & Decker, mais en l'appelant Black & Decker, mais non, ça n'a pas marché. Et donc, tout ce qu'on peut mettre, c'est une taupe. Une taupe, de mole, comme disent mes amis anglais. Alors, ici, c'est un bras manipulateur, et la taupe, elle sort de ce bras manipulateur, elle est reliée par un fil, et c'est un gros cylindre, pas énorme, hein, comme le pouce, qui est muni d'un système de percussion. Et donc, cette taupe rampe à la surface de Mars. Lorsqu'elle rencontre un caillou, un rocher, elle pique du nez, elle descend. Alors, dans un bac à sable, elle peut descendre jusqu'à 2 mètres. C'est bien. Quand elle est arrivée au fond du bac à sable, mais ça, ce n'est pas de la roche, hein, c'est du sable compacté qui mime le régolithe. Et quand elle arrive en bout de course, on inverse la percussion, elle remonte toute seule, toc, 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 et on tire avec la ficelle et on analyse ce qu'elle a dans la gueule. Alors, ce qu'elle a dans la gueule, c'est du sable, c'est du sol, qui est analysé ici sur l'atterrisseur. Et ici, il y a une chambre de combustion. On brûle l'échantillon en présence d'oxygène par palier de température. Donc, vers 300 degrés, on génère du gaz carbonique qui provient du carbone organique, et on fait C12O2 et C13O2. À 700 degrés, on sort le CO2 qui provient des carbonates, et on fait aussi C12O2 et C13O2, les 2 isotopes du carbone. Et ça, c'est pour la taupe.
Ensuite, on veut aussi examiner les rochers. Donc, pour les rochers, on sait depuis Sojourner, la petite Jeep américaine de la mission Pathfinder, que la surface des rochers est imprégnée par du sable projeté par le vent. Donc, il faut décaper la roche. Alors, il y a un grinder ici, qui est un broyeur. Donc, on nettoie un petit disque, une petite fraise qui va décaper la roche. Ensuite, on applique, évidemment, on prend des photos avec des caméras stéréo. On applique un microscope qui a un pouvoir de résolution jusqu'à 4 angstroms. On applique un spectromètre Mössbauer qui, lui, donne le degré d'oxydation du fer, fer 2, fer 3, toujours dans cet esprit de savoir quel est le degré d'oxydation du sol de Mars ou de la roche martienne. Il y a un spectromètre X qui donne la composition élémentaire de la roche jusqu'au carbone et au-delà du carbone, en commençant par hélium, etc. Et il y a un petit coreur ici, c'est une petite fraise de dentiste. Et c'est un dentiste d'origine orientale qui s'est passionné pour ça et qui a développé une petite fraise de dentiste pour aller fouiller dans l'endroit qui sera décapé, la roche, aller creuser la roche, rechercher un petit morceau de roche et la ramener dans la chambre de combustion pour aller faire l'analyse. Donc tout ça pour 7 kg. Ça se tient dans les mains et c'est formidable. Donc ça partira le 6 juin de cette année. Ça atterrira à Noël de cette année et on croise vraiment les doigts parce que c'est une manip qui est une expérience qui est vraiment formidable et qu'on espère bien. Alors moi j'ai la chance de faire partie de l'équipe scientifique, ce qui s'appelle associé, donc et j'aurai donc accès en direct à toutes les données envoyées par la sonde. Les données sont envoyées de les relais sur Terre par Darmstadt en Allemagne, mais renvoyées tout de suite à Milton Keynes, qui n'est pas l'endroit d'Angleterre le plus plaisant. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. C'est vraiment perdu au milieu de nulle part. Entre Birmingham et Londres, c'est pas terrible. Mais ça ne fait rien. Pour Beagle et pour analyser les résultats, on est prêt à tout. Alors ça, c'est pour Mars. Donc les Américains envoient cette année 2 petites sondes, deux petits rovers aussi, mais qui feront essentiellement de la géologie et la recherche d'eau. Donc qui ne seront pas du tout aussi équipés que le nôtre. L'Agence spatiale européenne est en train d'étudier pour... Alors, ça fait 7 kilos. On aurait bien voulu mettre 60 kilos, nous, avec une vraie foreuse, etc. Donc, actuellement, il y a une étude qui est en cours à l'Agence spatiale européenne, à laquelle je participe, pour équiper un robot, un véhicule qu'on appelle rover, dans notre jargon anglo-saxon. Et ce rover pourra porter 35 kg d'appareil, y compris une foreuse. Il faut absolument qu'on puisse faire une stratigraphie. Et ce que j'ai proposé, c'est de mettre une petite pelleteuse pour creuser le régolithe, faire une tranchée, et puis analyser au fur et à mesure de la profondeur pour avoir une stratigraphie, savoir enfin à partir de quand est-ce que le sol n'est plus oxydé, à partir de quand est-ce qu'on a de réelles chances de trouver de la matière organique et éventuellement des bactéries fossilisées. Mais ça, pour l'instant, il est bien évident qu'on cherche essentiellement, non pas la vie contemporaine, moderne, mais on cherche d'abord en priorité des bactéries fossiles. Alors on peut chercher soit des restes minéraux de ces bactéries, mais ça, Frances vous en parlera, donc je ne vais pas développer ce point. On a un deuxième lieu qui nous intéresse beaucoup, c'est Europe. Europe est une lune de Jupiter, et Europe, on sait depuis l'émission Voyageur que Europe est couverte de glace, que grâce à Galileo, qui est une autre petite mission, des icebergs pivotent. Ici, vous voyez qu'il y a une ligne de fracture ici, ce bloc a pivoté. Donc, il y a des crevasses, etc. Tout se passe comme si ces icebergs flottent sur quelque chose de mobile. Il y a surtout un moment magnétique induit dans le champ magnétique de Jupiter qui traduit la présence d'un conducteur électrique. Il y a un conducteur électrique puissant et ce conducteur électrique est vraisemblablement de l'eau salée. Donc il y a également des évaporites, donc des remontées de quelque chose qui dépose des sels à la surface. Donc l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il y a un océan sous-glaciaire sur Europe. À quelle profondeur? Personne ne sait. Ça peut être entre 10 et 100 km. On espère 10. Alors la difficulté, c'est que Europe n'a plus d'atmosphère. Elle avait une atmosphère dans sa jeunesse, l'atmosphère a disparu. Donc plus d'atmosphère, donc toutes les micrométéorites qui arrivent à la surface d'Europe sont détruites par l'impact. Parce que les micrométéorites arrivent à 15 km à la seconde. Le choc, même sur de la glace, détruit la micrométéorite. Tout impacteur creuse un trou de la profondeur de son diamètre et quand elle arrive au fond du trou, toute l'énergie cinétique est transformée en explosion. Donc l'explosion
provoque des températures importantes, puisque toute l'énergie cinétique est transformée en chaleur et détruit la matière organique. Donc la seule possibilité pour fabriquer la matière première pour faire des automates qui m'intéressent, ce sont les fumeurs noirs. Alors, il y a de l'eau, on est loin du soleil, la chaleur nécessaire pour faire fondre la glace, donc ça peut être entre moins 12 et moins 15, puisqu'on a de l'eau salée, la température de fusion peut descendre plus bas, en dessous de 0 degré. La chaleur de fusion provient vraisemblablement de l'effet de marée. Europe a une trajectoire légèrement elliptique autour de Jupiter qui exerce une force de gravité énorme. Donc il y a des variations de gravité énormes sur la petite Europe qui gravite autour de Jupiter, qui provoquent des marées de glace de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, mais qui provoquent aussi des effets de frottement dans les roches qui chauffent suffisamment pour faire fondre la glace. Donc ça va, mais nous, il nous faut un magma, parce qu'il nous faut des fumeurs. Or, s'il n'y a pas de magma, il n'y a pas de fumeur. S'il n'y a pas de fumeur, il n'y a pas de chimie. S'il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de matière première. Il n'y a pas d'automates, il n'y a pas de bactéries. On ne sait pas aujourd'hui s'il y a un magma sur Europe. Et on sait qu'il y a un magma sur Io, qui est une autre lune de Jupiter, puisqu'il y a un volcanisme de soufre magnifique, des photos formidables, mais on ne sait pas s'il y a un magma sur Europe. Donc les missions vont consister à les mettre en orbiteur autour d'Europe, et à partir de cet orbiteur, de vérifier qu'il y a bien un magma, ensuite de se poser sur les évaporites, donc ces remontées d'eau, qui pourraient éventuellement entraîner des bactéries, s'il y a des bactéries, et si c'est positif, on envoie un petit robot qui va s'auto-enfouir, non pas sur 1 mètre comme Beagle, mais sur 10 km de glace, pour aller voir dans l'océan à quoi ressemblent les bactéries. Mais ça, c'est des projets à très long terme, mais qui sont à l'étude. Alors ça, c'est dans le système solaire. Tout ce qui est dans le système solaire est accessible aux missions. Les planètes les plus lointaines sont loin, sont plus difficiles à accéder, mais au-delà du système solaire, on ne peut plus y aller pour l'instant. Il y a une seule sonde qui est partie, qui a quitté le système solaire. C'est une des premières sondes Pioneer et Voyager qui sont arrivées aux confins du système solaire, dont une, je crois que c'est Pioneer, en quittant le système solaire, a pris une photo de la Terre en se retournant, et on voit la Terre comme une tête d'épingle, une toute petite lueur palote dans le système solaire. Et ça a inspiré à Carl Sagan un texte magnifique en disant que tous les tyrans de la Terre regardent cette photo, regardent la vanité, la leçon d'humilité. Nous sommes les habitants de cette petite lueur palote dans le système solaire. C'est une excellente leçon. Je pense qu'il faudrait l'envoyer à quelques décideurs pour le rendre à la juste valeur de notre présence, au moins dans le système solaire, sinon dans l'univers. Mais le fait de voir la Terre à cette dimension, c'est formidable quand même. Donc au-delà, il y a les milieux interstellaires. Ici, les nuages denses de gaz et de poussière sont de bons réacteurs chimiques pour fabriquer de la matière première. Déjà démontré, je n'y reviens pas. Voici une liste impressionnante de molécules qui ont été détectées par radioastronomie depuis la Terre dans ces milieux denses. Donc c'est une fabrique qui produit beaucoup de molécules, y compris... On n'a pas trouvé encore d'acide aminé, parce que c'est difficile, mais ce n'est pas désespéré. Alors, les planètes, il faut de l'eau, il faut de la matière organique, ça on l'a. Il faut maintenant des planètes avec de l'eau. Et en 1995, Michel Mayor et Didier Queloz, de Suisse, qui sont patients parce qu'ils sont en Suisse, ils ont observé un suivi d'étoiles à l'observatoire de Provence, qui était menacé de fermeture, comme les petits observatoires qui sont considérés comme trop petits, pas assez importants, etc. Et néanmoins, c'est grâce à la persévérance de ces deux astronomes suisses et grâce à l'observatoire de Provence qu'ils ont mis en évidence pour la première fois l'existence d'une planète au-delà du système solaire. Actuellement, le catalogue en comporte 106, donc on ne voit pour l'instant que les très grosses planètes comme Jupiter, mais avec la mission COROT qui est développée par le CNES et qui devrait partir si on ne la supprime pas, car elle a subi des hauts et des bas. En particulier, c'est plutôt débat maintenant avec des restrictions de budget. Donc, il faut sauver le soldat COROT, comme on dit. C'est une mission qui permettra de voir des planètes au-delà du système solaire, petites comme la Terre, Mars ou Vénus, des telluriques, qui sont de loin les plus favorables à la présence permanente d'eau à la surface. Ensuite, une fois qu'on aura vu ces planètes, il faut essayer de trouver des signatures de vie sur ces planètes
Et les signatures de vie ne peuvent être que spectrales. Donc on cherche dans les atmosphères de ces planètes s'il y a par exemple de l'oxygène. Sur Terre, l'oxygène est une conséquence de la vie, produite par la vie. Donc il faut trouver des signatures qui soient inambiguës de la présence de vie. Ce sont l'ozone, l'oxygène, l'eau et peut-être le méthane, puisque certaines bactéries fabriquent du méthane dans des conditions particulières. Donc c'est l'objet de la mission Darwin, qui est une mission européenne, qui consistera à placer 6 télescopes dans l'espace, réglés à 1 millimètre près, pour faire de l'interférométrie, mais ça c'est en 2015. Et donc ce sont des projets qui sont tous focalisés sur cette recherche d'évidence de vie au-delà du système solaire. Alors, en conclusion, j'aime beaucoup le tableau de Kandinsky qu'il intitulait « Complexité simple ». Le problème est complexe. Donc pour Kandinsky, la complexité, c'est tout le bagage culturel laissé par ses prédécesseurs. C'est tout le contexte, tout l'héritage pictural de ses prédécesseurs. Et dans ce contexte complexe, il sort, lui, sa quintessence. Donc nous pensons que le système était complexe, les océans étaient un milieu complexe, mais que dans ce milieu complexe, quelque chose de simple est sorti et qui s'est mis à l'autoreproduction et à l'évolution. Pour l'instant, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas été capables d'imaginer ce quelque chose de simple qui marche en tube à essai. Nous espérons vraiment être confortés par la découverte du premier et deuxième exemple indépendant. Sur Mars, il ne faudrait pas que cet exemple soit trop proche de la vie terrestre, car on ne pourrait pas exclure un transfert d'une vie martienne, d'une bactérie martienne vers la Terre, puisqu'on a des météorites martiennes et que des collègues suisses et allemands exposent des bactéries aux conditions de l'éjection d'une planète. Donc ça résiste à des accélérations de 1 million de G des bactéries sous forme de spores. Ils étudient le transfert de ces bactéries dans l'espace et ils montrent que ces bactéries ne sont pas dégradées par le voyage dans l'espace. Donc, au lieu d'exposer des acides aminés, ils mettent des bactéries et ils étudient l'impact dans l'atmosphère. Et en particulier, avec nous, on a des expériences dans lesquelles on met ces bactéries dans des pierres, dans les boucliers thermiques pour mimer l'entrée atmosphérique de ces bactéries qui seraient véhiculées par les météorites. Donc, toutes ces expériences montrent que le voyage est possible. Ça ne prouve pas qu'il a eu lieu, mais il ne faudrait pas que sur Mars, l'idéal, ce serait qu'on ait sur Mars une vie qui soit l'image dans un miroir. Au lieu d'avoir des acides aminés gauche, on ait les acides aminés droits. Comme ça, on ne pourrait pas nous accuser de dire « Oui, vous n'êtes pas un véritable deuxième exemple indépendant, vous n'avez jamais fait que prouver que le transfert de Mars à la Terre est possible. » Nous, ça nous gênerait beaucoup, on veut absolument un deuxième exemple. À partir du deuxième exemple, simple, de préférence, on pourra généraliser. Les Hottentots avaient des problèmes avec l'arithmétique. Pour eux, ils comptaient 1, 2, 3, et puis après 3, beaucoup. Bon. Nous, pour l'instant, on est à 1. On a un seul exemple de vie. Avec 2, on sera au pluriel. Donc on sera content, et notre devise sera alors 1, 2, partout. Pour l'instant, avec 1, on n'ose pas encore dire 1 partout, mais on le pense très fort. Merci.